une ligne de base, quoi. Donc à partir de là, la question de la génération, j'aurais pu aussi aller voir des cinéastes par exemple, j'aurais pu aller voir James Gray, Oui. Jeff Nichols, mais je les connais, je sais ce qu'ils vont me raconter, ça m'intéresse pas, je veux pas. C'est-à-dire que la question du poids des années 70 aujourd'hui sur l'époque contemporaine, pour moi c'est un acquis. Mm. Hein, mais à tout point de vue, c'est-à-dire que du point de vue du cinéma, le meilleur cinéma américain ne cesse de converser avec les 70s, je le sais, on doit le savoir. Hein. Bon. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est plutôt cette espèce d'obsession au fond des années 70 comme dernier âge d'or ou comme frontière romantique. Ça raconte quoi de notre époque? Une époque qui, en fait, a beaucoup de mal à fantasmer demain, mais Mm. et en fait ne fait que fantasmer une période qui a une quarantaine d'années. Donc il y a deux rapports à Oui, ça. oui, mais en allant voir des gens qui vous diront ça, qui vous diront Oui, mais qu'ils n'arrivent plus à fantasmer, qu'il y a un moment donné où ils ont tenté de changer de monde, qu'ils ont échoué et que ça oui, n'apporte rien. oui, mais ça, Ouais. mais ça c'est l'histoire politique et c'est l'histoire esthétique. Et vous parlez de Burning Man. Mm. Burning Man, c'est quoi? Le festival Voilà, les de auditeurs. musique dans le désert, on arrive déguisé, tout basé sur un échange de troc, etc. Ouais. Voilà. Bon, Mm. c'est un festival qui a lieu tous les ans aux États-Unis, la semaine du mois d'août, dans un petit désert du Nevada, etc. Mais entre Woodstock et le Burning Man, vous savez, c'est Marx, disait de Napoléon, l'histoire a lieu toujours deux fois. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième fois, c'est une farce. La tragédie, elle a eu lieu. C'est pas tant Woodstock d'ailleurs que Altamont et Manson. Parce que Mm. le problème, c'est qu'après, il faut être précis sur ce qu'on appelle les années 60-70. Hein. Là, de loin, on a le sentiment que c'est une décennie un peu homogène, qu'un matin, on se réveille, comme dans la métamorphose de Kafka, on est tous Grégoire Samsa, c'est parti, c'est Nouvelle Hollywood. Et puis un jour, en 80, gueule de bois, zut, Reagan est élu, c'est fini. Non, je veux dire, les années 60-70, elles évoluent entre 67 et 69, qui est le moment de l'euphorie, dans la lignée du Summer of Love. 69, c'est vraiment l'année, on pourrait dire, la queue de comète et le début de la gueule de bois. C'est l'offensive du Tet, c'est la Horde sauvage, c'est Easy Rider, c'est Altamont, c'est Charles Manson, enfin, etc. L'élection de Nixon en 69, faut jamais oublier ça, que la contre-culture a toujours été minoritaire, y compris à la fin des années 60. Tout le monde n'est pas en train de fumer des joints à Tashbury. Hein. Et ensuite, il y a le Watergate, etc., etc. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, quand on a cette vision des années 60-70, d'abord, il y a une évolution réelle, me semble-t-il, qui a lieu. Et puis, il y a ce Woodstock-là. Tout le monde, évidemment, fantasme les années 70. Pourquoi? Donc il y a une part de mythologie, c'est pour ça que moi ça m'intéressait aussi de sortir un peu de cette mythologie-là, parce que effectivement, la contre-culture était minoritaire, deux, tout le monde n'a pas vécu en fonction de ses différentes origines ou même conditions hein, économiques ou sociales, comme le dit Marie Coy à un moment donné, la prof du UCLA. La contre-culture, les hippies, c'est une affaire de fat cats. C'est une affaire d'enfants, grosso modo, de petits blancs, petits bourgeois. Papa, maman attendent que les enfants fassent leur crise d'adolescence, remplissent leur frigo, et puis un jour, ils redescendront de l'arbre et réintégreront la société civile. Donc ça veut dire que les hippies, qui est une toute petite catégorie de la question de la contre-culture et des mouvements révolutionnaires, n'intègrent pas celle des droits civiques, la question des Noirs américains, la question du Vietnam, etc. C'est encore, si vous voulez, autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, effectivement, le Burning Man, c'est la réactivation un peu dérisoire, mais c'est compliqué parce que moi, quand je vais au Burning Man, qui est un drôle d'endroit, hein, assez lunaire, hein, c'est le cas de le dire, je suis confronté à deux problèmes. Il y a d'un côté je dirais ma raison, mon intelligence au sens strict du terme, qui me dit c'est grotesque. Évidemment, c'est grotesque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de croire aujourd'hui, hein, à une époque où le capitalisme culturel a tout emporté, où il n'y a pas de position hors du système. Moi, je suis un baudrillardière, encore une fois. Donc la position hors du système, j'y crois pas un quart de seconde. Moi, je crois que c'est la seule façon de résister, c'est Neo dans Matrix Reloaded, c'est par le centre. Stratégie fatale. Je pense le système chutera hein, par le fait d'utiliser ses propres armes et de les mener à son propre terme. Il faut précipiter le monde à sa fin et pas croire qu'on peut mettre un t-shirt de Che Guevara et qu'on va faire quelque chose contre. C'est fini ça. Mais les années 60, c'est encore un moment où il y a une croyance, il y a une réalité dans cette position extérieure au système. Woodstock, c'est ça, d'une certaine façon. Burning Man, à l'heure du système englobant, c'est ridicule, c'est dérisoire. Ça, c'est mon intellect qui me dit ça quand je vais là-bas. Et Marie Corey le dit. C'est ridicule, on ne va pas se déguiser en confédéré, il faut changer le monde, c'est un peu plus important que ça. Et en même temps, je suis face à des gens, d'abord, socialement, c'est pas la même chose. Woodstock, c'était quand même gratuit pour tout le monde. Burning Man, c'est $500. C'est que des gens de la San Fernando Valley, des gens plutôt
assez aisés, huppés, qui sortent d'Hollywood, qui viennent du monde entier d'ailleurs. Et le coût fait qu'il y a toute une partie de la population, notamment les classes moyennes ou les classes moyennes inférieures, qui ne peuvent pas aller à Burning Man. Donc rien à voir avec Woodstock déjà. Hein, c'est une catégorie plutôt aisée de la population qui se fait son petit shoot contre-culturel, qui coûte pas cher. Au fond, ça dure 10 jours et après on réintègre le monde capitaliste. C'est un peu ça, Burning Man. On est très très loin de Woodstock. Donc à partir de là, je suis à la fois un peu sceptique, un peu amusé, et en même temps, je dois reconnaître que quand je suis là-bas, je suis frappé par la sincérité des gens qui font ça. Il y a ça que c'est-à-dire que il y a une sorte de conscience diffuse, hein, de ce monde où le capitalisme l'a emporté définitivement. Enfin, peut-être pas, que tout se joue en 80 et que tout le monde veut en sortir. Et ces gens-là, ils trouvent cette solution-là. Bon, elle n'est pas géniale, mais c'est mieux que rien. Et donc, ils sont sincères, ils y croient vraiment. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je mets Requiem de Zelenka à ce moment-là, au moment de cette séquence-là, qui est la musique qu'on entend. Le Requiem, pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment le tombeau absolu de ce qu'est vraiment la contre-culture. Et en même temps, la phrase de Marie Corey qui a introduit cette espèce de séquence-là, jouant sur les deux, c'est à la fois dérisoire et touchant en même temps. Moi, j'ai aussi besoin, comme on le disait tout à l'heure, d'être aussi du côté des raisons de ces gens-là. Je ne peux pas me contenter de filmer en me moquant, tout simplement. C'est pas possible. Parce qu'ils y croient vraiment. Et en même temps, c'est